Salut et bienvenue sur la chaîne du Tracker de livres. Les lectures du mois d'août. Donc il y en a 9. Il y a Cœur, il y a Une chouquette d'or, il y a des polars, d'autres qui n'en sont pas, mais des romans que j'ai vraiment appréciés et je vais les partager avec vous sur une vidéo. Ça, de Stephen King, c'est vraiment un classique. Ils sont là, collection de livres de poche. J'ai vraiment apprécié ce livre-là et je l'ai mis dans mes classiques à moi parce que c'est un livre qui a dépassé le genre. Il a mis du temps à l'écrire, mais c'est un livre qui vous traverse complètement. Et je pense que voilà, c'est un livre qui dépasse un petit peu l'enjeu même du roman. Les membres du Club des Ratés ont grandi. Tous ont quitté Derry. Tous, sauf un. 27 ans plus tard, la tortue les rappelle. Il a attendu d'être vraiment sûr, sachant que cet appel allait bouleverser leur vie à nouveau. Un par un, ils décrochent leur téléphone, écoutent, raccrochent. Une promesse d'enfant gravée dans leurs mains. Une parole donnée, sacrée, marquée par le sang. Et si ça revient, ils devront tous revenir, ventre à terre. Malgré les suppliques ou l'acharnement des conjoints, les valises se remplissent. Tous, ou presque, retournent au pays pour un voyage dont ils ne sont pas sûrs de revenir. Pour chacun, c'est tout un pan de leur enfance qui sort du brouillard cotonneux de leur mémoire. Le cerveau a des capacités insoupçonnées. Il semble que chacun ait effacé de sa mémoire toute trace de cette période. Pendant leur voyage de retour, les souvenirs affluent par bribes, douloureux, brutaux, avec les souvenirs, une peur primaire, reptilienne, qui s'insinue au plus profond de leur être. Petit à petit, ils remontent 27 ans en arrière. Le groupe se retrouve à Derry, là où tout a commencé. Aucun doute possible. Ça est de retour et recommence ses horreurs. Il y a eu d'autres Georges, et le responsable est toujours le même. Ils vont devoir l'affronter à nouveau. Mais ce coup-ci, en tant qu'adulte, en sachant à quoi s'attendre. Et c'est ce qui les terrifie le plus. Un jour, quelqu'un a dit stop. C'est le grand Bill. Il veut se venger. Avec sa réflexion d'enfant, il réagit spontanément à un acte qui le révolte. Son frère est l'une des victimes. Sa peur se transforme en colère, puis en envie de vengeance. Les membres du Club des Ratés sont tous des survivants. Ils se sont réunis, ils forment un groupe compact, un cercle. Ensemble, ils se transcendent. Leur peur devient colère. Ils se complètent. Chacun se révèle à sa manière. Ils muent en ce qu'ils deviendront plus tard. C'est un acte fondateur de leur personnalité et de leur psyché. Ils décident d'arrêter le cycle de la violence que Gripsou a déclenché au risque de leur vie. Commence alors une plongée dans les entrailles de la terre et une descente vers nos peurs les plus secrètes. Tout au fil de l'histoire, Stephen King travaille sur deux périodes principales. La première, quand les enfants se sont réunis pour combattre ça. Et le présent, quand ces mêmes enfants, devenus adultes, retournent au bercail pour affronter la bête. L'auteur va beaucoup plus loin. On découvre que Derry, leur lieu de résidence, est une ville particulière. Il remonte à l'origine de la ville. Ça a toujours été là. La ville subit plus de violence que nulle part ailleurs dans le pays. Tous les habitants semblent ne rien voir. Jamais aucun média n'a révélé le nombre de morts. Aucune chaîne, aucun journal, ni feuille de chou n'a perçu l'anomalie. Comme si cette violence faisait partie intégrante de la ville et de ses habitants. Rien ne sort de la ville. Certains drames dans l'histoire de la ville ont pourtant laissé des traces dans le paysage et creusé des sillons. Il décrit la mutation de la ville à travers les années, son évolution dans le temps qui suit celle des pays, mais toujours avec des passages sanglants, comme si la ville avait besoin de sacrifices pour évoluer. Derry nourrit ça. En échange, ils peuvent continuer à vivre et à profiter. C'est un fait. D'une simple bourgade, Derry s'est enrichie et est devenue une ville en pleine expansion. Elle a survécu aux années noires, quand l'économie était en berne, mais toujours entrecoupée de moments dramatiques. Avec une minutie rare, l'auteur met en place chaque personnage et construit une histoire à tous. Chaque individu que nous croisons dans ce roman a sa place à un moment ou à un autre dans cette histoire. Ça est devenu un classique. Cette idée de personnaliser la peur par une image qui nous a tous, ou presque, fait rire enfant. Comment ne pas se sentir touché par l'histoire de ces enfants? Comment ne pas être frappé de peur quand ces enfants, devenus adultes, retournent au sous-sol s'attaquer au mal absolu? Tout a été dit sur ce roman, et il ne fait aucun doute que d'autres
écriront encore dessus. King utilise les mots de notre société qu'il représente sous différentes formes. Mais le club des ratés est aussi une manière de montrer que rien n'est impossible, rien n'est immuable. La force des hommes est aussi de se réunir, de se rassembler et de remonter la pente. Un individu peut changer les choses, mais la force d'un peuple se voit aussi par sa capacité à rassembler pour stopper l'immonde, stopper l'horreur. Le passé a montré que l'homme est capable du pire, mais aussi du meilleur. Depuis que le monde est monde, le mal côtoie le bien, l'équilibre est fragile. Il n'est pas rare que la balance penche du mauvais côté. La coulrophobie, peur exagérée des clowns, ok, mais des clowns ou de Gripsou. Il s'est insinué dans l'imaginaire collectif. Il passe les générations. Il représente la peur, le mal. Il se trouve sous nos pieds, avec ses ballons rouges et une odeur de pop-corn entêtante qui fait frétiller nos papilles gustatives. Dès que l'on s'approche trop près, il nous happe et plante ses crocs dans nos chairs. Stephen King a développé un personnage qui personnifie nos craintes. Une scène de livre reste gravée dans la mémoire. L'eau qui ruisselle le long des trottoirs. Un bateau en papier qui fend les vagues. Le bateau prend de la vitesse. Les flots l'emportent. Une bouche d'égout l'engloutit avant que Georgie ne puisse le rattraper. Il est triste. Il s'approche de la bouche d'égout. Il sursaute. 2 points jaunes le fixent. Tu veux ton bateau, Georgie? Georgie tend la main. Le clown la lui prit. Georges détourna tant qu'il put la tête, et il se mit à hurler dans la nuit. Cette scène-là, à elle seule, est terrifiante et a traversé les années. En lisant toute l'histoire, on se confronte à des moments de terreur pure. Cette histoire m'a marqué. Je vous souhaite tous une très bonne lecture, parce que ça marque. Shuna, d'Amélie Diac, un livre envoyé par l'auteur et qui m'a sorti complètement de mon ordinaire. Et vous savez quoi? J'ai bien apprécié la balade. Shuna est un roman qui raconte l'Afrique. À travers une histoire qui mêle légende et conte, l'auteur nous plonge dans un continent aussi mystérieux que passionnant. Shuna est un bébé étrange. Il regarde tout ce qui l'entoure avec ravissement et étonnement. Il ne ressemble à aucun autre. Dès alors, sa mère le regarde avec toute sa tendresse et son amour. Cet enfant a une destinée. Pendant Timis, l'heure des damnés, Dialor quitte sa maison et sort avec l'enfant pour sa première initiation. Il s'enfonce dans la forêt, guidé par une force tranquille. Elle ne sait pas ce qu'elle va trouver, ni ce qu'elle va voir, mais elle suit le chemin tracé pour elle dans la nuit noire. Elle fait ce qu'on lui a dit de faire. Alors qu'elle repart, seule dans son village, une petite chanson résonne dans la forêt et dans la brousse. Je suis le fils du soleil et de la lune. Cet enfant sera l'équilibre entre le jour, la nuit, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Les ténèbres veulent leur roi, elles le réclament. Shuna préfère la lumière, son peuple doit être protégé. Mais les enfants commencent à disparaître. Les gémissements des mères font vibrer les oreilles de Shuna. Il doit les aider, les retrouver et châtier les responsables. Un beau voyage avec ce livre, en forme de conte, un roman plein de poésie qui permet de découvrir d'une bien jolie manière un continent aussi beau que gigantesque et puissant. L'ombre du caméléon. Lieutenant Charles Auckland est revenu de l'enfer. Son dernier séjour en Irak a viré au drame. Sa dernière mission s'est soldée par un attentat. 2 de ses hommes sont morts. Il n'a survécu que par miracle et est blessé gravement. Il est rapatrié d'Ardar pour être rafistolé et recousu. Comme après chaque attentat, l'armée met à disposition des soldats un psychologue pour le suivi post-traumatique. Son comportement inquiète. Autant il récupère très vite physiquement, mais ses réactions envers les personnes présentes autour de lui frôlent l'indécence, voire la violence. Dès qu'on le touche, il manque de vous arracher la tête. En même temps, il fait tout pour qu'on ne touche pas. Il prévient, mais si quelqu'un prend le risque de le toucher, c'est comme de réveiller un ours. Il vous saute à la gorge. Son attitude envers les femmes alarme son thérapeute. Tous ses proches et ses compagnons d'armes parlent de lui comme un homme gentil, agréable et tout à fait sociable. À Londres, plusieurs meurtres homophobes sont perpétrés. Au fil de l'enquête, les policiers se rendent compte que ce lieutenant, fraîchement revenu du front, semble mêlé de près ou de loin à chaque victime. Son comportement lors des interrogatoires
le rend suspect à leurs yeux. De son côté, Ackland doit réapprendre à vivre avec une tête, à faire fuir les moineaux, des migraines brutales et violentes qui l'épuisent. Il a changé de thérapeute. Et quel changement! Arnold Schwarzenegger en jupon, au sens propre du terme. Elle intervient au plus près des services de police et des hôpitaux. C'est une pro des cas extrêmes, et Ackland en fait partie. Très vite, elle croit percevoir d'autres traumatismes chez son lieutenant. Des blessures antérieures à l'attentat, qui continuent à le ronger de l'intérieur, et qu'il tente de cacher. Cette honte qu'il semble avoir, ses remords pour ses compagnons d'armes ou pour son comportement avec son ex-petite amie. Et si tout ce que ses proches savaient de lui n'était que faux semblants, miroirs aux alouettes, fausses considérations et autres mirages. Pour dissimuler, il faut avoir des raisons à cela. Et dans son cas, quelles sont-elles? Les blessures passées expliquent peut-être la violence de ses crises et son refus d'accepter de l'aide. Que cache-t-il? Il se punit chaque jour par une vie d'ascète. Des secrets enfouis profondément commencent à sortir. L'étau se resserre. Certaines blessures doivent être soignées pour guérir. Mais quelqu'un saura-t-il les voir et arrêter le mécanisme infernal qui s'est mis en branle? Un roman entier, maîtrisé d'une main de maître, par un auteur toujours aussi doué. Une histoire encore très différente et très bien ancrée dans une réalité parfaitement juste. Des personnages entiers nous entraînent dans une histoire pleine de rebondissements et de fausses vérités. Une écriture nerveuse qui perce une carapace épaisse et file droit vers notre système nerveux. Elle titille notre intellect et nous questionne. Un vrai bon livre. Dévorez-le, vous allez vous éclater. Méthode 1533 de Shannon Kirk, Chouquette d'or. J'ai vraiment été complètement pris par cette histoire dès les premières lignes. Je sais que j'en ai parlé sur Facebook, il y en a qui n'ont pas trop accroché. Moi j'en ai fait une chouquette d'or parce que je trouve qu'il y a un vrai truc qui s'est passé quand je le lisais, et je suis même étonné qu'on n'en ait pas parlé plus que ça. Une jeune fille de 16 ans, enceinte jusqu'aux yeux, est embarquée dans une camionnette. Ses ravisseurs lui couvrent les yeux, elle ligote, puis la jette dans une pièce sordide, humide et pleine de désespoir. Dans une telle situation, la plupart des victimes s'écroulent et attendent leur mort. Pas elle, jamais. La première chose qu'elle fait, en arrivant dans sa geôle, est de passer au rayon X chaque coin et recoin de la pièce. Elle scrute, observe et retient le moindre objet qui lui servira à échapper à cette pièce. Elle les nomme items et les numérote. Les ravisseurs ne le savent pas, mais ce n'est pas un agneau qu'ils viennent d'embarquer. La jeune fille, qui reste debout et les observe à la dérobée, va s'avérer être leur pire cauchemar. Au début, elle pensait à un enlèvement pour une demande de rançon. Mais non, ce qu'ils veulent, c'est son bébé. Elle n'est pas la première à tomber entre leurs pattes, mais elle sera la dernière. Elle les veut tous. Des commanditaires au couple qui veulent récupérer les bébés, tout beau, tout chaud. Avec ces items, elle a déjà organisé son évasion. Elle va se sauver, elle ainsi que son bébé. Mais ce n'est pas tout. Elle sait déjà quand et comment elle va s'évader. Ce qu'elle veut le plus, c'est se venger de ses tortionnaires. Elle feint l'obéissance et la crainte. Durant ses jours de captivité, elle emmagasine tout ce qu'elle peut pour connaître l'emploi du temps de son gardien. Elle organise et planifie sa vengeance. Elle fourbit ses armes, anticipe pour que le moment venu déclencher l'apocalypse. Avant de sauter sur sa proie, un tigre avance à couvert dans les hautes herbes. Il surgit brutalement et déchire de ses dents et de ses griffes. Commence alors un huis clos à peine respirable, entrecoupé par l'enquête de l'agent spécial du FBI, Roger Liu, et de sa coéquipière, Lola, section enlèvement. L'auteur inverse les forces et il bouleverse le genre. Ce roman est une giclée d'acide de batterie dans les veines. Une histoire tout simplement incroyable. Un déroulement complètement addictif et prenant qui étourdit par moments, tant l'auteur n'hésite pas dans son incursion dans un monde où rien n'est oublié. Des personnages qui nous embarquent dans leurs aventures et nous font vivre au plus près de leurs histoires. On sent ce qu'ils sentent, on voit ce qu'ils voient et on court avec eux quand ils se mettent à accélérer. Un thriller qui fait froid dans le dos, tant par une écriture maîtrisée que par des personnages aussi flippants et attachants. Une chouquette d'or à dévorer sans modération. L'affaire des Corses en tête de Jean-Christophe Porte, coup de cœur du tracker. Un super roman, historique et polar. 1791, la Révolution bat son plein. Les groupes se forment, les idées nouvelles fusent. Mais tout cela est encore bien fragile. La famille royale est enfermée dans son château et sous étroite surveillance.
Tous leurs faits et gestes sont surveillés de près. Malgré tout, la vie continue, le peuple poursuit sa route, le crime aussi, par la même occasion. 3 corps sans tête sont repêchés dans la Seine à quelques jours d'intervalle. En ces temps troublés, personne ne semble y prêter attention, en dehors du brigadier Picot et de son ami Bouvreuil, chirurgien, barbier de son état. Le juge de paix, père cela, ne s'intéresse guère à l'affaire. Pourtant, Picot et Bouvreuil sentent que derrière ces morts se cache une affaire bien plus compliquée. Ce ne sont pas des crimes de colère ou des crimes d'ivrogne. On a tout fait pour que la gendarmerie ne puisse pas reconnaître les victimes. Pourquoi? De par son expérience, Bouvreuil sait que ces 3 cadavres ont été exécutés par le ou les mêmes personnes. Des entailles identiques, des blessures similaires. Le brigadier Picot commence alors à ratisser autour des lieux des découvertes des victimes. Il cherche, questionne, secoue. Quelques jours plus tard, il est retrouvé mort, assassiné. Bouvreuil en est sûr. Son ami a été tué pour s'être approché de trop près des assassins. Victor d'Hauterive, officier de la gendarmerie, est chargé par Lafayette d'arrêter Marat. En effet, celui-ci, à travers son journal L'Ami du peuple, excite la populace et électrise les tensions. Les royalistes pourraient prendre leur revanche. Il n'a pas complètement tort. Alors qu'il est sur le point de l'arrêter, Victor se rend compte de l'absurdité de sa mission. Malmené par les Parisiens qui soutiennent Marat, il arrive à fuir. Lafayette, apprenant le refus de son protégé, le désavoue sur le champ. Pour Victor, cela ne suffit pas. Trop de questions sans réponse. Trop de rumeurs, toutes plus folles les unes que les autres. Il semblerait que de l'argent circule en masse sur les routes. Lui-même en a transporté, l'enquêteur qu'il est, devine quelque chose de grave à travers ses mouvements de fond. Danton et Robespierre se déchirent. Il semble que tout le comité révolutionnaire reçoive de l'argent. La corruption semble toucher tout le monde. C'est dans l'entourage des plus hauts dirigeants du pays que se trament les plus hautes trahisons. Il y a aussi cette histoire de garantie de l'État sur les emprunts qui semble enflammer les esprits et exciter les plus sages. L'officier plonge dans ce marigot pour trouver des réponses à ces questions. Pendant ce temps-là, Paris bruisse de 1000 voix. Plus il avance, plus ses soupçons le confortent. Un complot se prépare. Sa seule crainte, Lafayette est-il au courant? Fait-il partie des responsables? Sinon, comment prouver à son mentor ce qu'il soupçonne? Un moment clé de la Révolution, gravé au burin dans tous les manuels scolaires de France. Une reconstitution précise de ce qui se passa. Une mise en scène en live d'un moment précis qui fit basculer notre République d'un côté plutôt que d'un autre. Un roman historique couplé à un polar parfaitement maîtrisé et structuré. L'auteur nous plonge dans les arcanes d'une révolution qui prend du temps à prendre et qui est d'abord prise d'assaut par des gens avides, pressés de se remplir les poches. Une vision moins romantique et plus réaliste de ce qui se passa. Il ne faut jamais oublier que notre révolution dura plusieurs années, qu'elle passa par toutes les couleurs avant de ressembler à quelque chose de solide. Il nous a fallu 400 ans et plusieurs grandes guerres pour en arriver là où nous en sommes. C'est un vrai coup de cœur du tracker, éclatez-vous. Je suis innocent de Thomas Fescio. Coup de cœur du tracker, roman envoyé par l'auteur, et je l'en remercie parce que c'était une vraie aventure. Une étudiante est retrouvée morte, enterrée. Première chose que la police organise, une recherche de délinquants sexuels qui habitent la région. Bingo, il y en a un, et pas des moindres, c'est du lourd. Jean Boyer, ex-tolard, enfermé 30 ans derrière les barreaux pour viol et meurtre en répétition. Un client pour la maison Poulaga. À 6 h du matin, la police encercle la maison. Les hommes sont sur les dents. Le criminel est dangereux. On ne sait jamais comment ce type d'opération peut se passer. La tension est à son comble. Au top départ, le bélier fracasse la porte du logement. Boyer est là. Aussitôt, il est maîtrisé et les menottes passées. Un vrai méchant a été arrêté. Personne n'a été blessé. Justice va pouvoir être rendue. Tout ce petit monde quitte la maison pour laisser la place à la scientifique. À peine arrivé au poste, Boyer demande un avocat. Sûrs de leur fait, les policiers tentent de lui mettre la pression pour avoir les aveux. Germain connaît ce genre de type. Ils n'obtiendront rien. Boyer de son côté connaît le système. Il se blesse intentionnellement pour sortir du cachot dans lequel il a été jeté. Ils doivent poursuivre l'enquête. Seulement, le système s'est mis en branle. Tout le monde semble satisfait du résultat. Alors,
Pourquoi chercher plus loin? Il a beau être innocent, dehors et dans les médias, il se sait condamné. Vox populi, vox dei. Il n'a pas le choix. Pour prouver son innocence, il va devoir chercher. Boyer doit aller vite. Plus il s'enfonce dans les limbes de la violence, plus ses instincts les plus vils commencent à lui échapper. De son côté, Germain avance, rien de ce qu'il découvre ne le rassure. Il subodore des actes illégaux dans cette affaire, mais pas dans le sens qui lui convient. On a voulu aller trop vite, et certains ont péché par excès. Il découvre des indices qui n'en sont pas, des manipulations grossières d'indices, et des conflits d'intérêts dantesques qui trompent complètement l'enquête. Il doit se battre contre tout le monde, y compris dans ses propres rangs. Et puis, il y a cette petite voix. En dehors de la présence proche de Boyer de la dépouille, y a-t-il une preuve, directe ou indirecte, qui le relie, de près ou de loin, à la victime? Le moindre fil, la moindre trace d'ADN. Rien. Que dalle. Nib. Il est bien décidé à se plonger dans la noirceur de l'âme humaine pour comprendre pourquoi cette affaire a pu, à ce point, déraper. Pour ça, il ira jusqu'au bout. Un polar noir, rugueux, des personnages forts qui évoluent au fil des pages, des moments brutaux qui secouent et nous prennent les tripes. Un parti pris risqué pour l'auteur et parfaitement construit. L'histoire est maîtrisée, nous suivons au plus près les deux personnages principaux. Très différents l'un de l'autre, on voit leur manière de penser et de fonctionner. On les voit prendre des directions différentes pour arriver vers le même but. On ressent ce qu'ils ressentent, leurs doutes, leurs craintes, leurs drames. Malgré tout, ils avancent toujours pour trouver l'assassin de la jeune femme. C'est un vrai coup de cœur du tracker pour un livre dur qui vous prend les tripes, une histoire qui vous accroche et on se fait vraiment personnage. J'aimerais vraiment qu'on découvre ce livre et cet auteur. Je crois que c'est son premier polar. Il en fera d'autres. Il y a un vrai talent. C'est important de le faire connaître. Lisez-le. Vous allez vraiment vous éclater. Mémé dans les orties de Aurélie Bologne. Ferdinand Brun a 83 ans. Il vit seul avec sa chienne. Il est divorcé et ce n'est pas à cause de lui. Il en est sûr. C'est un vieux monsieur, pas très causant et pas commode du tout. Plutôt bougon. Il a tendance à grogner plutôt que de parler. Sa stature et sa mine austère font un peu peur aux gens de l'immeuble. Son problème principal est qu'il s'ennuie. Du coup, il a tendance à râler pour s'exprimer. Un jour, sa chienne disparaît. Il cherche partout, regarde dans tous les coins où elle aime se promener. Mais elle n'est plus là. C'est un coup dur pour le vieil homme. Il prend un sacré coup moral. Il se laisse un peu aller. Son appartement commence à ressembler à un champ de bataille. Et il percute à peine un bus. Sa fille, qui habite à l'autre bout de la planète, prend peur et veut le mettre dans une maison de retraite. Pour savoir s'il est capable de vivre seul, elle lui demande de laisser rentrer quelqu'un qu'elle a choisi plusieurs fois par mois pour examiner l'état de son appartement et le contenu de son frigo. En gros, Ferdinand doit ouvrir sa porte et être contrôlé comme un enfant. En plus, sa fille a donné ses tâches à Madame Suarez. Cette harpie, elle ne l'aime pas et il le lui rend bien. Bref, c'est pas la joie. Au beau milieu de ce conflit, arrive un ouragan haut comme 3 pommes. Elle frappe à la porte et passe son pied avant que Ferdinand la referme. Non mais quel toupet quand même. Cette tornade, c'est Juliette. Elle est en classe de CM2. Elle est un peu en avance pour son âge et est au courant de tout ce qui se passe dans l'immeuble. Les enfants de son âge l'ennuient. Elle préfère la compagnie des adultes. Et elle l'a choisi, lui. Elle est maligne. Elle préfère manger chez lui qu'à la cantine. C'est dégoûtant là-bas. C'est un tsunami sur pattes qui remue Ferdinand comme jamais. À chaque fois qu'il grogne, elle lui répond le plus tranquillement du monde. L'effronté n'est pas du tout impressionnée par le bonhomme. Et elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Elle force les barrières, ouvre des portes que Ferdinand avait fermées depuis longtemps. En plus, elle lui donne un coup de main pour son histoire avec sa fille. Elle sait tout, même pour la prochaine visite de Madame Suarez. Elle lui dit que son appartement a besoin de nettoyage à grande eau. Ça ne sent pas la rose là-dedans. Et son frigo doit être rempli. Ferdinand se surprend à attendre les visites de la petite le midi. Il se met au fourneau. Il s'inquiète quand elle est en retard et panique complètement quand elle ne vient plus. Avec ces événements qui chamboulent son quotidien, il se fait surprendre par la voisine de palier. Béatrice. Elle l'invite à passer sa porte. Bien plus âgée que lui, elle est pourtant beaucoup plus énergique. C'est simple, elle n'arrête pas. Des groupes d'amis en groupes d'amis. Elle court tout le temps, sans compter ses rendez-vous Skype avec ses petits-enfants, une amie geek. C'est elle qui lui sauve le coup pour trouver quelqu'un pour nettoyer son appartement à grande eau. Heureusement parce que la vieille harpie arrivait. Juliette et Béatrice vont, chacune à leur manière, redonner goût à la vie de Ferdinand. Elles vont l'obliger à ouvrir sa porte sur les autres et à regarder la vie sous un nouvel angle. Pendant que Juliette lui donne de sa spontanéité, Béatrice lui montre que les années n'enferment pas. On peut faire en sorte
de s'occuper intelligemment, rencontrer des gens, rendre son quotidien bien plus agréable. Un vrai bon moment à passer, des belles tranches de vie, des rigolades, teintées par moments de mélancolie. Une lecture qui fait du bien au cœur et à l'âme. C'est un vrai moment sympa à passer et une lecture vraiment agréable à faire. L'effet papillon de Jussi Adler-Olsen. Dans le département 5, il n'y a pas de secret, c'est des bons livres, des personnages super attachants qui évoluent, un auteur doué, même brillant, qui arrive à faire des très bonnes histoires. William Stark est intrigué par un SMS envoyé d'un de ses contacts au Cameroun. Il y part sur l'ordre de son patron. Il en revient presque aussitôt et disparaît de la surface de la Terre. Il laisse sa femme et sa belle-fille gravement malades. Quelques temps plus tard, Marco, un jeune gitan, pickpocket par obligation, décide de glisser son clan. Il sait ce qu'il attend s'il le rattrape. Il ne veut plus de cette vie. Il a soif d'apprendre. Il est le seul de sa bande à avoir appris à lire, à écrire. Il a soif de connaissances et s'est débrouillé pour récupérer des manuels scolaires qu'il a dévorés. Il sait que ce qu'ils font est mal. Et surtout, il a vu et entendu la cruauté dont est capable leur chef. Ils veulent l'estropier. Il n'a pas de choix. Il court vers la forêt pour s'y cacher. Alors qu'ils le poursuivent, il trouve une cache, un petit trou près d'un arbre. Il s'y faufile et reste interdit. À ses côtés, le cadavre d'un homme. C'est William Stark. Il sait que son oncle Zola, leur chef mafieux, et son père sont responsables de ce crime. Zola prend peur. Il lance tous ses hommes à la recherche de Marco. Avec ce qu'il vient de découvrir, il pourrait avoir envie de parler à la police. Il doit l'arrêter et le faire disparaître. C'est une gigantesque chasse à l'homme dans Copenhague qui commence. Chaque mendiant, chaque estropié, chaque air qui est à la solde de Zola a reçu ordre d'arrêter Marco. Zola n'est qu'un exécutant. La mort de Stark a été décidée dans les hautes sphères du pouvoir. Avec la crise financière que les banques ont traversée, elles ont eu besoin de cash. Elles ont trouvé une idée lumineuse. Aider une lointaine tribu, les Bacchas, les pygmées de la jungle Dja. Des fonds sont débloqués pour leur venir en aide. Sur plusieurs années, des millions d'euros censés aider les tribus sont détournés. L'argent est siphonné systématiquement pendant que la tribu se meurt. Trouver Marco, c'est retrouver Stark. Et par la même occasion, ouvrir la boîte de Pandore que certains veulent laisser verrouiller à triple tour. Les morts s'accumulent. Marco a conscience de ce qu'il représente pour la police. De plus, il se sent proche de la famille de William Stark. Il veut se faire connaître. Mais comment faire? Il est entré illégalement dans le pays. S'il va voir la police, il se retrouve aussi sec embarqué. Comment transmettre ce qu'il sait? Il a appris l'existence du département 5 et de Karl Mork. Il s'arrange pour ramasser des indices. De son côté, Mork et son équipe fouillent le passé et commencent à soupçonner des ramifications politiques. Une course contre la montre se met en place. Marco a plusieurs fois frôlé la mort. Plus les jours passent, plus ses anciens amis le cernent. La peur gagne le décideur. Ils appellent des mercenaires à la rescousse, d'anciens enfants soldats devenus adultes, des machines sans conscience, que rien n'arrête à part leur mort. Un polar bluffant, redoutable, et pourtant, j'aimais quelques réserves. Beaucoup de sujets traités, tous très intéressants. Les liaisons que l'auteur arrive à faire, en général, ne prennent pas. En tout cas, pas pour moi. Plusieurs fois, je me suis retrouvé un peu perdu entre les différents protagonistes et les différents scénarios. Entre les tribus mères qui sont décimées par une modernisation sauvage, le focus sur la situation des enfants utilisés par les groupes criminels, parce que mineurs, vient aussi l'histoire des enfants soldats qui deviennent des machines de guerre sans conscience. Là encore, des sujets aussi révoltants que passionnants. Et bien sûr, la corruption et le cynisme de certains milieux d'affaires prêts à tout pour garder leur tirelire. Peut-être trop de situations traitées dans le même roman qui m'ont égaré par moments. Malgré cela, c'est un thriller prenant, plein de rebondissements. On retrouve le département 5, Karl Mork et une équipe qui gagne un nouveau venu, ce qui ne se passe pas sans quelques problèmes. Et si on ajoute que le patron de Mork part en retraite et que le nouveau ne fait pas partie des flics qu'il apprécie, quand en plus il apprend qu'Assad l'a connu en Irak, ça lui perturbe beaucoup. C'est vrai quoi, Assad ne lui dit jamais rien de son passé. Et Rose, qui fait joujou avec le nouveau. J'aime l'auteur et ses histoires qui parlent toujours de sujets difficiles. Il réussit à mêler crime, humour, avec des situations parfois complètement loufoques et des drames. Ce livre-là est bon, à n'en pas douter, mais j'ai trouvé peut-être un petit peu moins bon que les précédents. Mais ça reste
Un polar complètement addictif qu'on dévore de A à Z. Donc allez-y, éclatez-vous. Fidèle au poste d'Amélie Antoine, ça arrive que j'ai gagné un jeu, et je suis bien content parce que il était dans ma pile à lire, et c'est une surprise, c'est une vraie surprise. Chloé et Gabriel ont une vie heureuse et plutôt paisible à Saint-Malo. Chloé travaille dans une salle de sport comme coach sportif et est reconnue pour son travail et son sérieux. Elle commence à avoir ses propres clients. Gabriel, quant à lui, est un banquier proche de ses clients. Il ne compte pas ses heures, il cherche toujours ce qu'il y a de mieux pour eux et tente de les protéger d'éventuels mauvais placements. Un jour ordinaire, un matin ordinaire, Gabriel sort de la maison, en retard, comme d'habitude. Il n'est pas du matin. Il ne voit pas Chloé, rien d'inhabituel. Elle se lève toujours plus tôt que lui. Là, elle doit être en train de nager dans leur petite crique. Il lui envoie un SMS du bureau pour qu'ils mangent ensemble ce midi. Aucune réponse. Toujours rien d'inhabituel. Chloé donne des cours. Elle a éteint son portable et l'a mis dans son casier. Gabriel reçoit un appel à 20h34. On a retrouvé le corps d'une jeune femme. Il se précipite à la morgue. Il franchit les portes de l'institut. Il suit les médecins qui lui parlent de la gourmette qu'ils ont trouvée. Sa gourmette. C'est grâce à elle que la police l'a identifiée. Pourtant, Gabriel veut être sûr. Il demande que l'on soulève le drap qui la recouvre. Il veut voir son visage. C'est elle, allongée sur la table glacée. Elle est morte. Il entend, dans le lointain, les raisons de sa noyade. Son monde s'écroule. La femme qu'il aime plus que tout au monde. Les jours passent. Il n'arrive pas à sortir du brouillard qui l'entoure. Un ami force sa porte et lui amène un chien pour l'obliger à sortir. C'est un début, mais cela ne suffit pas. Il prend conscience que tout seul, il n'y arrivera pas. Il trouve une carte qu'on lui a glissée dans les mains lors de l'enterrement. Un groupe de paroles où chacun peut s'exprimer, raconter sa vie, déverser sa tristesse et se reconstruire en se servant des autres. Il y rencontre Emma, photographe, et est intégrée dans le groupe pour les aider à travailler leur deuil à travers les photos de leurs défunts. Très vite, leurs points communs les rapprochent. Emma se rend compte que parfois, Gabriel s'arrête, le regard fixe, très loin, il est ailleurs, il faudra du temps. Les mois passent, leur relation devient plus intense. Gabriel semble avoir repris goût à la vie avec le groupe et avec Emma. Tout semble aller pour le mieux. Et là, un énorme coup est porté par l'auteur. Pour une fois, le quatrième de couverture a fait son boulot. On ne voit rien venir. Je me suis fait cueillir comme un bleu. L'histoire se poursuit, mais d'un angle complètement différent. Ma lecture n'est plus la même. Je tourne les pages de plus en plus vite pour savoir où l'auteur va m'entraîner. Et je ne suis pas déçu. Une fin glaçante que je vis au plus près et qui file la trouille. Si, je suis vachement fragile. J'ai trouvé ce thriller efficace. Un roman parfaitement maîtrisé de bout en bout. L'idée est géniale. Amélie Antoine nous mène par le bout du nez pendant la moitié du livre et nous retourne comme une crêpe que j'ai abondamment mangée cet été. Elle met en place une idée et ne se pose pas la question. Je peux pas vous dire laquelle, ça gâche la surprise. Quand j'en ai parlé sur Facebook, certains m'ont dit que la fin était convenue, eh bien, moi je trouve pas. C'est une vraie idée, bien trouvée, bien amenée, qu'elle nous glisse comme ça en loose day. Franchement, j'ai trouvé ça lumineux comme idée. Vraiment, lisez-le, c'est lecture du mois, hein, ça fait 9 bouquins. J'espère que vous allez vous éclater, ou à tous les lire, ou certains d'entre eux. Il y a des, je vous dis, il y a des polars, il y a de l'humour, il y en a d'autres encore. J'ai essayé d'être éclectique entre les romans historiques, les polars, les romans tendres. Éclatez-vous, mangez les chouquettes, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous. À bientôt. Salut.